Donc Wendelin Werner est mathématicien. Il est professeur à l'École normale supérieure et à l'Université Paris-Sud. Et il a bien voulu accepter de prendre la parole aujourd'hui pour la conférence d'ouverture de ces journées 2010 de notre APMEP centenaire. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Son parcours est représentatif de cette école mathématique française dont les récompenses internationales disent l'excellence. Une excellence qui paraît spécialement remarquable dans un pays où ni les organisateurs, ni la police n'arrivent à compter correctement au-delà de quelques millions. Wendelin Werner a reçu la médaille Fields en 2006 pour ses travaux en probabilité, des travaux qui se situent à l'interaction des mathématiques et de la physique. Là aussi, c'est un spécialiste de sujets très actuels, par exemple la percolation, le nombre de vannes que les syndicalistes doivent arriver à fermer pour créer le phénomène critique qui arrête la circulation de l'essence dans tout le pays. Dans des circonstances variées, M. Werner a accepté avec beaucoup de gentillesse et de talent de s'adresser au grand public, aux jeunes, aux enseignants. Il continuera sûrement à le faire, mais maintenant qu'il n'est plus tout en haut de la pile des médaillés Fields français, peut-être qu'il va récupérer un peu de temps pour faire sereinement son métier de mathématicien. Nous le remercions en tout cas de la conférence qu'il va nous offrir aujourd'hui. Bien, bonjour tout le monde. Quand j'ai accepté de faire cette conférence, c'était il y a pas mal de mois, je savais que cela me ferait très plaisir de venir de toute façon, sachant que vous formiez une communauté qui ressemble beaucoup à la communauté des chercheurs en maths, c'est-à-dire des personnes vues de l'extérieur attachantes, qui font leur métier parfois de façon un petit peu isolée, qui sont contentes de se retrouver ensemble pour partager des préoccupations et des choses auxquelles on croit. Et par conséquent, j'étais très très content d'accepter, bien sûr. Et puis en même temps, j'avais un vague pressentiment que j'allais me retrouver dans une situation difficile. D'une part, parce que je n'ai pas l'habitude de parler à un amphithéâtre plein. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième étant que vous êtes là pour réfléchir sur des questions liées à la pédagogie, à l'enseignement des mathématiques, au rapport avec les élèves, lycéens, étudiants, et que pour toutes ces choses-là, vous êtes tous plus compétents que moi dans la mesure où vous avez une expérience du contact avec les élèves, de ce que sont vraiment les lycéens d'aujourd'hui ou les collégiens d'aujourd'hui, toutes sortes de choses que moi, en tant que, disons, chercheur, j'ai oublié ou j'ai perdu le contact. Et comme la plupart des Français aujourd'hui, la seule image que j'ai du lycée et de l'enseignement des mathématiques dans le secondaire, c'est essentiellement ma propre expérience, ou alors mon expérience de parent d'élèves. Ma propre expérience, forcément, n'est pas représentative de ce qu'est une expérience de lycéen standard. D'une part, alors pas parce que j'ai eu d'excellents professeurs, puisque tout le monde a d'excellents professeurs, mais voilà, c'était pas un lycéen tout à fait standard, et c'est pas un lycée tout à fait standard, et donc il est particulièrement difficile pour moi d'essayer de tirer des conclusions générales du parcours personnel et essayer de vous asséner des vérités que je ne connais pas. Donc
je sais que c'est dans vos ateliers, dans vos activités que vous allez arriver, que vous avez dégagé des choses certainement qui vous seront plus utiles que ce que je vais vous raconter ici. Par ailleurs, donc, je me suis retrouvé coincé, je me suis dit, bon, je ne vais pas leur parler de pédagogie, ce serait ridicule. Je ne vais pas vous faire un exposé de maths non plus, c'est pas pour ça que c'est pas le lieu. Donc, vous voyez, j'ai choisi de faire un exposé sans transparence, sans rien. Donc je ne vais pas vous parler de maths, parce que souvent les transparents, bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est ce qui aide un peu à focaliser l'attention peut-être, ou à faire semblant de focaliser l'attention sur pour suivre ce qu'on raconte. Donc, ce que je vais essayer de vous dire, c'est peut-être raconter quelques éléments de choses que j'ai pu observer, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que chercheur, peut-être pour essayer de vous montrer dans quelle mesure un certain nombre de choses sont communes à ce qu'on peut constater en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, et dans la manière dont on peut essayer de concevoir les maths et aussi de comprendre ce qu'elles ne sont pas, pour éviter de tomber dans certains travers naturels vers lesquels les systèmes sont susceptibles de nous pousser. Alors, je ne vous parlerai pas du tout de l'aspect, finalement, le système français, les problèmes français, franco-français, sur le fait que les maths sont un outil de sélection et que ça nous parasite totalement toute notre... la manière de communiquer avec les élèves, avec les parents, avec les étudiants, et aussi avec la perception que les étudiants ou les élèves ont eux-mêmes de ce que c'est qu'être bon en maths et à quoi ça sert. Et le fait que finalement notre but c'est quand même de parler du fond et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est bien, que vous connaissez bien mieux que moi et que vous percevez bien mieux que moi aussi, donc je ne vais pas parler de ça. Je vais aussi pas parler de ce qui nous... Je vais pas non plus parler de ce qui finalement certainement vous rassemble et nous rassemble tous, qui est que le but d'un enseignant... Enfin, j'ai bien conscience que le but d'un enseignant en lycée, par exemple, n'est pas de fabriquer des futurs chercheurs en maths. Le but, c'est, vous avez une classe, disons, représentative de la population dans son ensemble et d'apporter quelque chose à chacun pour en faire des adultes plus, disons, responsables, mieux intégrés, enfin pas intégrés, mais susceptibles d'interagir de façon la plus positive possible avec la société qui est la nôtre aujourd'hui, et d'utiliser peut-être certaines choses qu'on peut essayer de leur apprendre, y compris les mathématiques, mais pas l'objet des mathématiques eux-mêmes, mais plutôt les valeurs que ça véhicule, pour apporter quelque chose au plus grand nombre. Et donc là encore, je ne veux pas non plus tomber dans le travers qui essaye essayer de dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour fabriquer des futurs chercheurs en maths, puisque c'est quand même quelque chose de très très marginal dans la société d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous peut-être faire part d'une petite succession d'observations ou de petites anecdotes. Et donc du coup ça sera peut-être pas extrêmement construit, je sais pas quelle note vous me mettrez à la fin, sans doute pas une très bonne, mais bon, alors je vais commencer. La première remarque, bien sûr, c'est celle qu'on a tous quand on observe le parcours scolaire, ou quand on réfléchit à notre ancien parcours scolaire, ou quand on réfléchit ou quand on observe des lycéens ou des élèves ou des enfants pendant un cours de maths, donc ce que vous faites au quotidien. C'est bien sûr le fait que il y a toujours un moment où un lycéen, où la majorité des élèves, finalement, perd le contact intime entre les maths qu'on essaye de leur apprendre et la compréhension interne qu'ils en ont.
c'est toujours le symptôme du bon élève en maths, c'est un petit peu sans trop d'efforts, il suit, tout paraît tranquille, et puis tout d'un coup, autour de lui, en classe de, je sais pas, 4e, seconde, terminale, maths sup, etc., tout d'un coup, ça commence à... Les copains tombent un peu comme des mouches, parce qu'il y a toujours un moment où ils lâchent prise, où ils disent « Ah bah là, ça y est, je comprends plus rien ». Et puis nous, on est là, on dit « Ah bah non, bah, pourtant, il se passe rien de spécial. » Et donc quand on essaye d'analyser finalement qu'est-ce qui fait que finalement à un moment donné, pour la plupart, enfin pour certains d'entre nous, les choses continuent à paraître évidentes. Et d'ailleurs, c'est un effet secondaire qui est un petit peu que j'observe beaucoup chez les élèves quand ils rentrent à l'école normale et que je les ai dans mon bureau. Qui est qu'il y a une forme de culpabilité ou peut-être chez les très bons élèves, enfin, chez les bons élèves qui réussissent dans ce système-là, parce que finalement, ils n'ont pas de mérite. Ils n'ont pas bossé spécialement. Ils ont révisé 5 minutes la veille des interros, etc., etc. Et puis ça marchait bien. Et puis tout le monde leur disait c'est extraordinaire, continuez comme ça. Et en fait, on ne faisait pas beaucoup d'efforts. Alors que les copains qui, à un moment donné, ont laissé partir le wagon, du coup, ils s'accrochaient, ils souffrent. Ils prennent des cours en plus, ils travaillent le soir jusqu'à minuit, et puis ils arrivent à remonter d'une note mauvaise à une note médiocre. Et finalement, malgré tout, le système nous dit « Bon, bah non, c'est très bien, parfait, continuez comme ça, c'est vraiment super ». Alors que dans le fond, il n'y a aucun mérite à simplement... Alors, on reviendra après pour qu'est-ce qui fait qu'on arrive à suivre plus facilement que les autres, mais... Et du coup, il y a un réflexe que l'on retrouve qui est assez français, qui est que finalement, on a un avantage, on entre dans l'école, grande école machin ou la grande école truc, et puis tout de suite, on va essayer d'en profiter. C'est-à-dire, on essaie de capitaliser dessus, on dit, bon, maintenant, ça y est, je suis rentré dans telle école, et puis je vais essayer d'en profiter toute ma vie, je vais pouvoir dire, je suis rentré dans l'école machin, et je vais avoir un métier qui va me permettre de gagner plus, et donc... et puis, même si maintenant je ne fais pas grand-chose, c'est bon, ça y est, Et donc, oui, donc ça c'était la digression qui fait qu'il y a toujours un effet légèrement de culpabilité parmi ceux qui finalement n'ont pas fait grand-chose pour arriver là où ils en sont et qui continuent et qui essayent finalement d'en profiter. Et c'est vrai que quand on essaye d'expliquer aux étudiants que bon, ben non, c'est pas le but maintenant, c'est de continuer et justement d'utiliser ce que vous avez pour continuer à affronter des choses plus difficiles et que vous n'arriverez pas peut-être à faire. Bon, on n'est pas toujours très bien reçu par les étudiants à ce moment-là, mais c'est quelque chose effectivement qui va un petit peu contre-courant de l'idéologie générale de notre époque, qui consiste à dire, bon, bah, si vous êtes dans une situation où vous pouvez rafler la mise, raflez-la vite, et puis enfermez-vous chez vous le plus rapidement possible. Et donc tout ça, c'était là. Pour revenir, alors, qu'est-ce qui fait que finalement, pour nous, enfin, pour les élèves qui se trouvent, enfin, qui fait que pour certains, les choses paraissent évidentes quand on leur parle de maths, et d'autres, ça paraît tout d'un coup, ils lâchent prise. C'est bien évidemment le fait que finalement, quand on nous raconte quelque chose, soit on sait déjà, ou alors on apprend qu'on le savait déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté dans notre vécu quelque part, sans le savoir, de manière différente. Donc je vais essayer de revenir là-dessus un peu plus tard. Et alors que pour d'autres, finalement, ils n'arrivent plus à faire le lien entre quelque chose qui est de leur propre vécu ou de la compréhension intuitive de ce qu'est l'objet mathématique et la formalisation qui est le vecteur avec lequel on arrive à communiquer les uns avec les autres quand on parle de maths. C'est bien clair que quand on parle, je sais pas, d'un espace vectoriel de dimension 2 ou dimension 3, une fois qu'on a compris que c'est juste une façon de représenter l'espace qui nous entoure, tout va très bien. Et puis, si on parle d'espace vectoriel de façon complètement abstraite, on peut très bien arriver à larguer tout le monde et les gens ne reconnaissent plus dans l'objet mathématique quelque chose qu'ils comprennent tous très bien et qu'ils ont tous expérimenté au quotidien.
Et donc il y a ce moment où la formalisation finalement prend une forme autonome et extérieure à nous-mêmes, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire, on ne comprend plus, on peut essayer de se raccrocher pour retrouver le lien, disons, direct avec l'objet mathématique par-dessus la formalisation, et ça, c'est quelque chose de délicat pour savoir comment faire pour arriver à retrouver ce lien intime. Alors, je vais peut-être donner essayer d'illustrer ça à travers quelques petits exemples. D'abord en partant de la recherche en maths et de ce qui fait que, par exemple, un chercheur en maths choisit de travailler sur tel ou tel sujet. Et donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu classique que je vais vous dire, mais pour illustrer à quel point, finalement, la recherche ou l'activité de mathématicien est différente de l'imaginaire qu'en a le grand public, au sens où quand on interroge finalement un mathématicien, quand on passe dans les bureaux de mes collègues, je leur dis, bon, bah, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à devenir mathématicien? Comment tu t'es orienté? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour choisir ce métier? Et ben, finalement, les réponses sont extraordinairement variées. Donc un tel va vous dire que ce qu'il cherche dans les maths, c'est l'esthétique, la beauté d'une belle démonstration, quelque chose de presque artistique dans l'épure d'une belle démonstration, et il va trouver extraordinairement stimulant l'idée de retrouver une démonstration un tout petit peu plus élégante d'un résultat connu, par exemple. Ou alors tel autre va vous dire que oui, il a fait des maths, mais en fait ce qu'il aurait voulu faire c'était du grec ancien, mais que finalement dans les maths qu'il fait, il va retrouver des choses qui lui rappellent le grec ancien. Vous pouvez avoir un aspect, j'étais très frappé une fois d'un collègue israélien qui m'a raconté que finalement, très franchement, que la raison pour laquelle il faisait des maths, c'était qu'un jour, quand il avait 9 ans, son grand-père, donc en Israël, l'a pris à part, lui a dit, écoute, voilà, mes jours sont comptés, il y a quelque chose, je voudrais te donner quelque chose. Il va dans le grenier, il va sortir un livre de maths d'un coffre, et lui dit, voilà, ça c'est le truc que j'aurais toujours voulu étudier, je te le donne. Et bon, alors lui à l'époque avait 10 ans, et puis bah, voilà, quand il avait 16-17 ans, il a retrouvé son bouquin, il l'a rouvert, et il s'est dit, bon voilà, ma mission c'est ça. Donc il y avait une espèce de filiation affective, un lien affectif très fort avec ce grand-père. Mais c'est, disons finalement, pour illustrer le fait qu'on va y rechercher quand même quelque chose de très personnel. L'aspect ludique, par exemple, est quelque chose de très important pour beaucoup d'entre nous. Et l'aspect ludique, bien sûr, quand on parle de choses ludiques, il y a l'enfance, certaines choses, disons, automatiquement qui remontent à loin, qui remontent aussi. Et encore une fois, c'est très varié, mais le point commun, malgré tout, c'est qu'on touche à des choses très personnelles du vécu de chacun. Et ça continue ensuite, c'est-à-dire dans le choix de faire des maths, à un moment donné, il faut après choisir une spécialité. Donc après, comme vous le savez, la recherche en maths, c'est quelque chose d'extrêmement fragmenté, de trop fragmenté. C'est un problème, bien sûr, pour la recherche en maths dans son ensemble, au sens où, finalement, si je vais dans un congrès mondial moi-même de maths, je vais comprendre bien peut-être 15% des exposés, et puis en fait, dans les 85% restants, je peux faire semblant de comprendre des petites parties, mais en fait, si on me demande de dire de quoi ça cause exactement et de me donner une définition de l'objet de base de quoi ça cause, je n'en serais pas capable, et c'est la stricte vérité, hein, c'est pas de la fausse modestie, c'est comme ça pour la plupart d'entre nous, et donc c'est très très fragmenté, et il y a des mathématiques
extrêmement variées, extrêmement diverses, dans lesquelles on retrouve des choses extrêmement variées, extrêmement diverses. Et donc, au moment où les mathématiciens choisissent une spécialité, finalement, ils vont s'orienter vers quelque chose qui les attire plus particulièrement. C'est clair que celui qui a passé sa jeunesse à jouer à des jeux et à vouloir essayer de battre son grand frère aux jeux ou dans lesquels il y avait des jeux de dés, du hasard, etc., il va se tourner un peu plus vers les probabilités. Tel autre qui finalement, par exemple, celui qui recherche l'aspect esthétique, construction de cathédrales, etc., va plus naturellement aller du côté de la géométrie algébrique et des structures, disons, abstraites et des métastructures, disons, plus algébriques. Et donc... ça, c'est quelque chose que je retrouve. Donc, par exemple, toutes les personnes qui s'intéressent à quelque chose de frappant, qui font ce qu'on appelle la dynamique complexe ou les choses liées, disons, plus généralement dans les nombres complexes, l'analyse dans le plan, des choses bidimensionnelles. Quand on discute avec eux, on se rend compte qu'il y a les 2 tiers d'entre eux sont des gens qui ont passé pas mal de leur temps à jouer aux échecs quand ils étaient plus jeunes et qui vont retrouver là-dedans, ils sont plus à l'aise à manipuler mentalement ces structures-là. Et ils vont s'orienter vers ces thèmes de recherche-là. Alors du coup, effectivement, les copains se retrouvent, puisque les gens qui sont plus attirés par certaines formes de maths vont se retrouver plus naturellement dans ce sujet, dans un tel sujet. Bon, mais il n'y a pas de généralisation hâtive qu'il faut faire. Et puis, et donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, à l'école normale, quand on se retrouve devant ou à l'université, quand on a des étudiants maintenant ça s'appelle M2, donc c'est ex-DEA, quand ils doivent s'orienter un peu plus, et quand on se retrouve devant eux pour essayer de leur dire, bon, essayer de les aider, de les conseiller, c'est quelque chose, ça c'est un moment que moi j'adore, parce qu'on leur dit, bon, bah, alors finalement, qu'est-ce qui te plaît, pourquoi est-ce que tu veux faire ça, quelle partie des maths te plaît, pourquoi, et donc c'est vraiment... Si on est un psychanalyste raté, eh ben on peut conseiller les élèves à ce moment-là, parce que finalement on essaye de poser des questions finalement que dans le système français les étudiants ne se sont jamais posées. C'est-à-dire qu'ils sont parfois, très souvent, enfin même très souvent, très déstabilisés quand on leur dit au fait, est-ce que les maths tu aimes ça? Alors ils disent quelle question Et puis ensuite, si on leur dit, mais oui, alors pourquoi? Est-ce que ça, tu préfères ça à ça? Essaie de réfléchir, reviens demain pour me dire si c'est vraiment dans cette direction-là que tu veux aller, si c'est des structures finalement qui te parlent plus, est-ce que tu... Et donc là, c'est vraiment un peu comme une petite analyse rapide, là, de dire, bon, bah, finalement, dans quelle direction on va t'envoyer, quel va être ton patron de thèse avec lequel tu vas pouvoir interagir de façon la plus astucieuse, qu'est-ce que tu as besoin comme personne, comme interlocuteur, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va à la russe, va te mettre en haut d'un pont et puis te plonger dans l'eau glacée en disant maintenant essaye de comprendre, tu comprends rien et essaye de patauger tout seul, ou alors de quelqu'un d'avoir une deuxième maman qui va lui dire alors maintenant tu vas prendre ce problème et puis tu vas regarder, tu vas reprendre, non, tourne la tête un peu par là, tu verras mieux. Et essaye de bon, et à nouveau chacun il y a toujours des interlocuteurs. Bon, il y a des erreurs d'aiguillage bien sûr, il y a des gens qui vont se retrouver avec des patrons qui leur conviennent pas, mais il y a un moment qui est particulièrement important, me semble-t-il, dans l'orientation des étudiants, justement parce que faire des maths, c'est aussi travailler sur, essayer de développer quelque chose qui est en chacun d'entre nous et on sera plus créatif, plus innovant forcément sur les thèmes qui nous conviennent quand même malgré tout le mieux. Moi, je sais très bien qu'il y a des pans entiers des mathématiques. Si je m'étais spécialisé dedans, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Ça me semble à peu près clair. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, que je voudrais vous raconter par rapport au quotidien d'un chercheur, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui a une résonance aussi, qui peut vous intéresser dans le lien finalement que tout le monde a par rapport aux mathématiques, qui est que l'un des... Bon, je ne vais pas faire une digression sur le fait que ça, c'est un des problèmes
si je vais la faire, mais je dirai ça tout à l'heure. L'une des activités principales, importantes d'un métier d'un chercheur en maths, c'est de lire les articles de recherche des autres. Et donc, alors ne serait-ce que pour valider les papiers des copains à l'autre bout de la planète, pour vérifier si c'est juste, et puis pour nourrir notre propre réflexion, et puis et en plus, alors maintenant il y a toutes les activités d'évaluation, puisqu'il faut tout le temps dire qui est bon, qui est pas bon, qui est meilleur, etc., pour savoir qui va avoir droit au financement supplémentaire. Et donc toutes ces activités-là, il faut lire les maths des autres. Donc il faut lire des articles écrits par d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on se retrouve là, pour le coup, devant quelque chose qui est écrit de façon... Alors des fois, on a la chance d'avoir entendu l'exposé correspondant avant, ça aide, mais très souvent, on n'a pas eu cette chance. Et ça n'aide pas toujours, parce que l'exposé, on peut ne rien comprendre aussi. Donc c'est plutôt... Mais donc il faut arriver à décortiquer un article de recherche. Et j'ai un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui était éditeur d'une des très grandes revues de maths. Alors lui, un jour, à ma grande stupéfaction, il m'a expliqué comment il faisait. Et il m'a dit, je lis l'introduction. Donc c'est un article, disons, de 35 pages, on va dire. Il lit les 3 premières pages, il lit l'énoncé du résultat général, il lit la mise en place, et qu'est-ce qu'il fait? Il ferme l'article. Il réfléchit, il dit, le théorème, d'abord, je veux comprendre ce que ça dit. Il réfléchit, il comprend ce que ça dit, et il dit, puisqu'une fois j'ai compris ce que ça veut dire, comment est-ce que je m'y prendrais, moi, pour démontrer cette chose-là? Alors, il réfléchit, il dit, voilà, moi, je pense que si mon patron de thèse, si j'étais étudiant et que mon patron de thèse demande de réfléchir là-dessus, je ferais comme ça. La route que je prendrais pour arriver à démontrer tel résultat, c'est celle-là. Et puis, bien sûr... c'est pas forcément donné à tout le monde de trouver la démonstration tout seul d'un article simplement et après en ayant lu le théorème. Mais donc lui, après, il comprend comment il le démontrerait, il rouvre l'article et il regarde en diagonale si c'est à peu près la stratégie suivie par la personne. Il lit ça de façon pas très très rigoureuse, mais il est suffisamment confiant dans le fait que c'est vrai que ça marche. Et il vérifie les virages, disons, clés qu'il aurait identifiés ou les questions finalement qui pour lui n'étaient pas forcément très claires, où il se dit alors là, il y a un truc pas très clair, donc il regarde si c'est clairement identifié, il arrive à retrouver ça quelque part. Et puis finalement, les 33 dernières pages, il ne les a pas lues de façon très attentive, mais il a une vision, il va expliquer que c'est la meilleure façon pour lui de vérifier si quelque chose est juste, etc., plutôt que de suivre ligne à ligne, de façon linéaire, de subir la démonstration écrite par quelqu'un d'autre, parce que finalement, au bout du compte, il peut toujours y avoir la ligne où il s'est fait arnaquer, où il n'a pas vu quelque chose. À partir du moment où on n'a pas la vue globale de ce qui se passe, on ne peut pas contrôler les choses. Et donc finalement, la façon dont il lit un article, c'est qu'il ne le lit pas, c'est qu'il le réécrit. Et ça c'est quelque chose, bien sûr, qu'on connaît tous, au sens où... moi, je me souviens toujours quand j'essayais de dire maintenant il faut réviser, il y a un contrôle en prépa, au lycée, après. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire alors des petites fiches ou je sais pas, enfin des petits, chacun sa petite méthode, mais finalement qu'est-ce qu'on fait? On réécrit, on ferme le livre et puis on fait un résumé condensé, ultra condensé du cours, on met les démonstrations en 3 lignes parce que finalement on extrait la moelle la plus essentielle, enfin pour nous essentielle. Évidemment, si on donne ça à quelqu'un d'autre, il va rien comprendre, ça va être pas possible. Mais nous, en relisant ça, on a l'impression de contrôler l'ensemble du cours et finalement de refabriquer finalement la structure du cours. C'est la meilleure façon d'avoir une vue d'ensemble. Et d'une certaine façon, le travail finalement le cours, ou en tout cas ce que nous on veut voir d'un cours de maths ou d'un article de maths, finalement on va le réduire à très très peu de choses, puisqu'il y aura de moins en moins de choses, ça sera de plus en plus abstrait. Moi j'étais encore du temps béni où alors non, je vais m'avancer trop, mais
Disons qu'à mon époque, les livres de maths que j'avais au lycée, il n'y avait pas tellement des petits encadrés partout, des petits flashs, etc., qui brillaient pour attirer l'attention. En tout cas, moi, j'essayais toujours d'enlever, de les découper à ce moment-là, et puis de garder finalement, ok, alors la démonstration, à quel endroit ça se passe, et je veux juste comprendre ça suffit, le reste est... Alors bien sûr, encore une fois, je ne veux pas généraliser, c'était juste pour moi, dans mon cas particulier, c'était ça que j'allais chercher plus particulièrement. Finalement, on va extraire dans notre travail de recherche ou dans la façon de ce qu'on perçoit du travail des autres et des articles des autres ou des livres ou des cours qu'on va suivre nous-mêmes, on va essayer de finalement recréer les choses, reformuler les choses pour nous. De la même façon qu'une des activités principales et les plus efficaces dans un groupe de recherche en mathématiques, c'est finalement ce qu'on appelle un groupe de travail où finalement on lit quelque chose et après on va l'expliquer aux copains, des espèces de groupes de lecture où chacun va finalement redigérer et refabriquer à sa manière, relire et retranscrire l'article de quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que c'est une activité qui, faut bien le dire, dans la recherche mathématique d'aujourd'hui, est de plus en plus marginale, au sens où, si on regarde dans les années 70, il y avait vraiment de grands travaux de séminaires, de réécriture, parce que finalement on savait que réécrire, recomprendre, retranscrire, retransmettre, même si c'était quelque chose de pas forcément nouveau, finalement apporter quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça quand on va mettre des nouvelles lumières sur des choses déjà connues, et même si c'est pas la course finalement à la publication nouvelle, au nouveau théorème nouveau dont on peut dire qu'effectivement il est complètement nouveau. Et donc ça c'est un petit peu un problème, donc je voulais revenir là donc sur la petite digression que j'ai laissée tout à l'heure sur le fait qu'on est dans notre communauté, c'est une activité, l'activité de relecture, de ce qu'on appelle référie, de rapporteur sur les articles. Comme c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui est un peu mis de côté. Donc, je donne juste cet exemple-là. Une anecdote, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais la donner quand même. Il y a quelques semaines, certains d'entre nous ont été invités dans un palais pas très loin d'ici, à déjeuner avec des responsables politiques, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, donc, j'ai essayé d'expliquer faire passer le fait que la communauté des mathématiciens, c'était une communauté. C'est-à-dire que pour que les choses avancent, il y avait un partage des tâches. Et par exemple, pour que Ngo ait eu sa médaille Fields, eh bien, il y a 2 mathématiciens qui ont passé entre 4 et 6 mois à temps plein à lire les 140 pages qu'avait pondu Ngo pour vérifier si tout marchait bien, si tout était juste, etc. Et donc, il y a eu cette réaction assez amusante, amusante, disons, qui nous a fait sourire, qui était finalement en face de donc, la personne qui nous avait invité, nous dit, mais attendez, 4 à 6 mois, mais pourquoi 4 à 6 mois ? Et à ce moment-là, Gérard Lomont, qui était, pour ceux qui le connaissent, donc tout le monde éclate de rire et dit « Mais parce que c'est difficile !» Voilà, ça prend du temps. Et donc, les échelles de temps, l'aspect relecture, c'est quelque chose d'essentiel, et l'aspect communautaire aussi est essentiel dans notre métier. Bon, mais ça, je me suis décalé, c'est plutôt ce sur quoi je voulais insister, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui illustre bien comment on perçoit les maths, c'est-à-dire que finalement c'est quand même à chaque fois quelque chose qui est recréé en chacun d'entre nous, dans le cerveau de chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qu'on peut subir, et le bon prof, le bon orateur dans les exposés de maths, c'est finalement celui qui va
donner finalement les éléments extra-mathématiques ou illustrer de façon extra-mathématique de façon suffisante son exposé pour donner les billes aux collègues, aux copains, etc., les analogies, les simplifications, les petits exemples idiots, etc., pour qu'après ils puissent arriver à comprendre la démonstration ou le résultat ou le concept dont on essaye de parler. Justement, donc on peut se demander finalement comment faire pour semer d'une certaine façon les graines avant le cours de maths, pour que, au moment où, avant l'exposé, pour que lorsque les élèves se retrouvent devant finalement un concept mathématique ou une démonstration, ils y retrouvent quelque chose d'eux-mêmes et ils ne soient pas largués et perdus en disant « ça y est, c'est du chinois, je ne comprends plus rien ». D'ailleurs, à chaque fois, maintenant qu'il y a plein d'étudiants chinois dans la salle, quand je dis ces choses-là, à chaque fois, je m'excuse. Enfin, ça m'est déjà arrivé 3 ou 4 fois l'année dernière où je dis « c'est du chinois ». Excusez-moi, c'est une expression. Donc, alors, justement, d'ailleurs, ça c'est petite anecdote à nouveau aussi, c'est assez intéressant de voir la différence de fonctionnement justement des étudiants chinois formés dans un système en Chine et chez nous là-dessus, sur la manière dont ils vont concevoir la relation avec la matière et avec l'innovation et avec l'inventivité qu'il faut émettre. Mais ça, c'est une autre histoire, ça demanderait un autre exposé. Et donc, comment on peut s'y prendre pour finalement illustrer ou permettre aux élèves d'arriver à avoir les éléments, les clés qui permettent de décoder finalement ce qu'on essaie de leur raconter. Parce que vous savez bien, puisque vous êtes... si vous avez des enfants, alors peut-être que ça vous désespère, mais que ce que je vais dire là n'est justement pas le cas, mais ce qu'on observe quand même dans les hauts niveaux, c'est que de jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de noms des étudiants en maths qu'on connaît déjà parce qu'on connaît les parents. Donc on est quand même un système qui se reproduit beaucoup et effectivement, si on est soi-même mathématicien ou prof de maths, c'est plus facile pour nous de donner les clés ou quand on emmène le gamin au zoo quand il est à l'école maternelle ou quand on essaye d'éveiller certaines choses, on va stimuler dans des directions qui en fait on est en train de tricher tranquillement puisqu'on lui donne les clés qui feront qu'il saura décoder le langage du professeur plus tard. Et donc comment nous on peut faire finalement par rapport à nos étudiants? Et je me souviens très bien, alors je dois dire que je dois faire très attention parce que un très très grand facteur de stress pour moi, c'est qu'on m'a dit que l'une de mes anciennes profs de maths est dans la salle et je suis en train toujours de me demander laquelle. Savoir si c'est celle à laquelle je pense. Et bien. Et donc, on va. Et donc, je vais dire que dans mon parcours au lycée, l'une des choses, et c'est peut-être ça qui a fait que finalement je suis devenu mathématicien et pas physicien, l'une des choses que je trouvais toujours extrêmement frustrante, c'était que les objets en physique étaient toujours, enfin, l'introduction mathématique rigoureuse de l'objet mathématique arrivait toujours comme la cavalerie, un petit peu trop tard, c'est-à-dire qu'en physique, on avait fait la vitesse, Newton, etc. Et puis après, 6 mois plus tard, on arrive, on dit oui, alors la dérivée, c'est quoi? Et puis ça continue. Hein, le problème en prépa, on nous dit voilà, alors les lois de Maxwell, voilà, c'est ça. Et puis on dit ben alors une dérivée partielle, Laplacien, tout ça. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Voilà. Et puis après arrive le truc mathématique, et on dit bah voilà, on aurait pu le dire plus tôt. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire, la loi de Newton. Et enfin, moi, j'ai toujours pas compris comment ça se fait que deux objets à distance interagissent, mais bon. Et donc
Et puis après, en fait, à la réflexion, on se dit que, mais non, en fait, il y avait un aspect positif dans cette présentation-là, qui était précisément de donner des espèces de billes un peu brutes, des intuitions pas forcément formalisées sur, bah voilà, la vitesse c'est ça, l'accélération c'est ça, la dérivée seconde c'est ça, une intégrale ça sert à faire ci ou ça à faire ça. Le fait que ça apparaissait finalement plus tôt dans le cours de physique et de pouvoir manipuler ces concepts-là avant de les avoir formalisés complètement soi-même, finalement, ça rendait les choses plus faciles au moment où on nous les apprenait en maths. On dit, ah bah ça y est, enfin, on me donne la formalisation. Voilà, c'est donc de ça dont on voulait parler. Mais ça apparaissait, finalement, c'était la clé. Et probablement, si on nous avait donné directement les définitions en maths avant, peut-être qu'on aurait reconnu moins de choses dedans. Et donc, l'interaction entre les maths et finalement les autres disciplines, finalement, nous, dans notre esprit très cartésien et dans notre approche mathématique des choses qui revient à dire, voilà, on va commencer les choses dans l'ordre. D'abord, on essaye de comprendre de quoi on cause. On fait, avant de commencer à... C'est quoi le concept, ça veut dire quoi, la définition c'est quoi, avant de pouvoir commencer à parler des choses. Et bien finalement, si dans une démarche mathématique ou dans une démonstration mathématique, c'est indispensable, et si finalement l'essentiel de ce qu'on apprend finalement aux étudiants, ce qu'on peut leur apprendre, c'est justement ce moment de transformer la compréhension intuitive qu'on a d'un objet en la formalisation mathématique. C'est ce qu'on appelle rédiger. Il faut apprendre à rédiger et à construire quelque chose de rigoureux, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de crucial. Mais ce n'est pas tout, puisque justement, il faut d'abord apprendre à appréhender progressivement l'intuition, d'arriver à la cerner et arriver à dégager dans celle-ci quelle est la structure sur laquelle on va insister pour écrire la démonstration dans une généralité plus grande que l'exemple qu'on a en tête, etc. Et pour ça, précisément, finalement, la démarche plus expérimentale, empirique, où la stimulation externe qui vient des autres matières est finalement indispensable. On ne peut pas vraiment faire des maths juste de façon linéaire, abstraite, en se dégageant complètement du monde qui nous entoure. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'aspect très personnel ou vécu de la démarche de la recherche en maths. Parce qu'on est essentiellement toujours contraint ou obligé de se ramener à quelque chose auquel on peut se rattacher, et le concept mathématique, toujours, on le raccroche à quelque chose de finalement relativement concret. Même si l'objet mathématique est abstrait en tant que tel, une fois qu'on le manipule, quelque part, il y a une forme concrète qui existe. Alors, la difficulté, bien sûr, après, c'est comment on va s'y prendre pour arriver justement à stimuler ça. Alors, est-ce qu'on va faire des petits ateliers avec des petits jeux pour leur dire, allez, maintenant, c'est le début des cours de proba, je vais vous apprendre la théorie des martingales, et puis avant de vous expliquer, définir ce que c'est qu'une tribu et une filtration et des choses abstraites comme ça, vous allez... allez vous ruiner une ou deux fois au casino avant, et puis vous revenez après, et puis vous raconterez, vous aurez une expérience qui va vous être utile par la suite, ou alors c'est mieux de se ruiner au casino comme pour apprendre la théorie de martingale que de faire beaucoup d'argent sur les marchés financiers, parce que là après on a du mal à leur expliquer les concepts de base, c'est plus très... Alors Alors, du coup, si on arrive et puis on dit, alors maintenant, vous allez faire un petit atelier et puis vous allez... alors, ça ne marche pas parce que du coup, ça devient complètement réducteur. On devient espèce de... Comme diront
les copains de nos enfants, on va dire ça comme ça. On devient des geeks absolus, c'est-à-dire que vraiment on s'intéresse à des trucs complètement débiles, on coupe des boîtes, on fait donc on n'arrive pas à atteindre un public suffisamment large, sachant que l'un des problèmes récurrents qu'on a, enfin avec nos enfants et donc j'imagine avec vos élèves aussi, c'est que la maturité sociale, on va dire, d'un collégien d'aujourd'hui est à peu près équivalente à la nôtre quand on a fini notre maîtrise, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une perception des codes sociaux, de ce qui est important, aussi qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et donc quand on arrive avec des petits trucs, regarde, je vais te raconter un truc, c'est passionnant, ils vont dire non, ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, si on essaye vraiment de stimuler de façon clairement orientée vers le cours, ça a tendance à foirer. Donc c'est difficile. Donc moi, je n'ai pas la clé, c'est vous qui savez mieux que moi, mais en tout cas, c'est quand même toujours un souci. En cours dans les amphis ou dans les cours spécialisés que je donne, alors bien sûr c'est pas un public standard, donc je peux pas non plus donner ça en exemple, mais c'est vrai que très souvent je prends une demi-heure ou quelque chose comme ça pour raconter des petites histoires qui finalement au départ n'ont pas grand-chose de mathématique, pour essayer d'illustrer certains objets ou certains résultats ou des choses comme ça, pour que finalement les élèves arrivent à comprendre de quoi on cause. L'un des grands, enfin en ce qui me concerne, l'un des quand je vois arriver des étudiants au niveau, disons, M1, M2 maîtrise, DEA, que ce soit à l'école normale ou à l'université, et que je découvre que pour eux, quand on leur dit qu'est-ce que c'est qu'un Laplacien, j'espère que pour vous aussi c'est le cas, on dit Laplacien, c'est écrit delta. Et puis on dit alors, ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est que cet objet, alors, il y a ceux qui se souviennent, ah oui, c'est la somme des dérivées secondes, là il y a un truc, mais l'intuition, quelle est l'intuition, etc. Vous n'avez jamais manipulé ça en électrostatique, vous avez passé votre temps à résoudre Laplacien U égale 0, et alors ça veut dire quoi? Et alors on dit, une fonction harmonique, c'est quoi? Je dis une fonction, Laplacien il y a 0, oui, mais en vrai, comment... Et donc, il y a toujours ce moment où certaines des idées ou des structures mathématiques, disons, de base, que finalement ils vont manipuler, par exemple quand ils vont suivre un cours d'analyse complexe ou quand ils vont faire des choses beaucoup plus élaborées, finalement on a oublié de leur donner les clés, en tout cas à tous, sur ce que ça veut dire une fonction harmonique par exemple. Et quand on leur raconte, ils disent « Ah oui, d'accord, et puis c'est ça, donc bon... » mais très souvent, on oublie. Et on oublie aussi en partie parce que nous-mêmes, on ne les a pas, les clés. Donc finalement, pour nous, le Laplacien, c'est delta, et puis... et c'est tout. Alors oui, c'est quoi pour vous le Laplacien, alors? Parce que la fonction harmonique, c'est quoi? Alors, donc... comment je... Donc je vous rappelle que la fonction harmonique, c'est une fonction qui est définie quelque part, et puis si vous prenez sa valeur en un point, et puis que vous prenez la moyenne de sa valeur sur une boule autour, c'est la même chose. C'est-à-dire que la moyenne de ce que ça vaut sur le cercle ou sur la boule autour, c'est la valeur au centre. Ça, une fonction harmonique, c'est une fonction, à chaque fois, le centre, c'est la moyenne de ce qui l'entoure. Et bon, je ne vais pas vous raconter, j'ai dit que je ne parlais pas de maths, mais ça, il y a des façons d'illustrer de façon assez simple, etc. Et très souvent, ça, c'est quelque chose qu'on a oublié de nous raconter dans le lien, justement, avec les équations de Maxwell, le rotationnel, le divergent, etc. Le gradient, on a tous vaguement des souvenirs, et puis en fait, là, c'est quelque chose, des objets mathématiques, où finalement, si on se regarde bien dans une glace,
pour 90% des mathématiciens, on était exactement dans le cas de figure des copains qui lâchaient prise en classe de 4e, c'est-à-dire qu'on était en train de manipuler des objets qu'on ne comprenait pas. Alors, on n'avait aucune idée de ce qu'on raconte quand on dit que la majeure partie des mathématiciens, si on leur dit oui, alors on dit pourquoi elle dit la divergence d'un gradient, etc. Ils ne savent plus très bien, ils se souviennent vaguement d'histoire de... Et donc ça, c'est par exemple un problème dans l'interface, disons, ce que c'est qu'une équation dérivée partielle, ou comment appréhender ces choses-là, c'est quelque chose que finalement, pour lequel on donne très peu les clés à nos étudiants et pour lequel le système aussi est très défaillant. Une autre histoire, par exemple une autre histoire mathématique, juste pour illustrer aussi, sur laquelle je voudrais insister, c'est que dans notre course dans l'enseignement français, disons, des maths, on a tendance à se focaliser beaucoup sur les structures continues par rapport aux structures discrètes. Et alors là-dessus, on peut remonter à... Alors après, il y a toutes sortes de raisons historiques. On peut faire des dissertations philosophiques sur ce qui fait que les Français préfèrent... qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit français qui fait qu'on préfère étudier des fonctions continues, pathologiques, dérivables nulle part et qu'on trouve ça super, alors qu'on pourrait essayer d'étudier des choses analogues pour des suites, mais là, les suites, c'est pas classe, les fonctions continues, c'est mieux. Et donc, en particulier, il y a tout un pan des mathématiques qu'on a oublié de leur apprendre, et pour lesquels j'aurais envie de dire qu'ils sont finalement des parties des maths pour lesquelles il est malgré tout plus facile, il est assez simple de motiver les étudiants ou les élèves parce que c'est des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues. Et donc c'est tout ce qui est un petit peu théorie des graphes, choses discrètes, etc. Donc par exemple, pas plus tard que hier, donc dans mon cours de M2, à un moment donné, je voulais utiliser le théorème de Menger. Je voulais dire tout de suite ce que c'est. Et puis je me suis rendu compte, bah zut, en fait, ça a beau être les premiers de la classe depuis toujours, etc. Mais en fait, ce truc-là qu'ils auraient pu apprendre depuis il y a 6 ou 7 ans, ils ne savent pas. Donc théorème Menger, c'est juste, vous avez une grosse pelote de laine, là vous avez un grand circuit, donc un graphe, quoi, finalement, avec des fils qui relient des tas de points. Et puis, il y a un premier objet que vous pouvez dire. Vous prenez 2 points sur votre graphe, et puis vous dites combien de coups de ciseaux il faut que vous fassiez dans votre pelote de laine pour séparer en 2 parties votre graphe, pour que votre pelote, ça devienne 2 pelotes, avec le premier point X dans la première partie et le point Y dans l'autre. Hein, combien de coups de ciseaux il faut pour découper, disconnecter X de Y. Bon, alors ça, c'est un nombre. Et puis, vous avez un autre nombre qui est le nombre maximal de chemins disjoints que vous pouvez faire pour relier X à Y. Donc, le nombre maximal de petits bouts de ficelle que vous pouvez passer, que vous pouvez voir, des petits circuits qui sont disjoints au sens... Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont essentiellement disjoints, pour aller de X à Y. Et puis, on se dit, est-ce que... Donc ça, c'est un autre nombre, et puis le théorème, il dit que c'est la même chose. D'accord ? Parce que le nombre minimal de coups de ciseaux qu'il faut faire, c'est le nombre maximal de chemins disjoints. Alors il y a un sens qui est facile, parce qu'effectivement, si vous savez que vous avez 3 chemins disjoints qui relient X à Y, eh ben, il faut couper chacun des 3 chemins, donc il faut au moins 3 coups de ciseaux. Mais dans l'autre sens, si vous réfléchissez, c'est pas si évident que ça. Et puis du coup, on se dit, ah ben en fait la démonstration est assez rigolote. Et puis ben, c'est de la récurrence qui est un petit peu rigolote. Voilà. Et du coup, c'est le genre de choses sur lesquelles je veux dire qu'on développe absolument pas dans notre approche des maths en France. De la même façon que l'exercice, je me souviens toujours de ma prof d'école primaire, Madame Pierre, dans l'école Jules Ferry de ma banlieue parisienne, qui était celle qui était en charge du calcul mental. Et le calcul mental, bien sûr, ça c'est quelque chose de très important. En fait, elle nous faisait des exercices qui, j'aurais envie de dire, il y avait un côté sympa qui était que, en même temps, quand on fait du calcul mental, comme on le sait tous, dès qu'on nous pose une question de calcul mental, on est tout de suite
on perd toute confiance parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Il y a toujours un moment où on se dit, oui, bah non... et donc on se met en danger, quoi, quelque part. Enfin, en tout cas, on met en danger son statut de quelqu'un qui est censé faire ou de celui qui d'habitude y arrive mieux que les copains à côté, ou alors le mathématicien professionnel qui est censé faire les calculs tout seul dans sa tête. Mais en plus, il y avait plusieurs types d'exercices. Donc, par exemple, et ça, c'est quelque chose justement d'arriver finalement, parce que dans le fond, si on réfléchit, et quand notre manière de faire des maths, on fonctionne tous pareil. C'est-à-dire qu'on a trouvé un mode opératoire. C'est-à-dire chacun, on a notre style perso complètement inventé, bricolé, de faire notre calcul mental. À tel point que, par exemple, je pense qu'un quart des personnes qui sont très bonnes en calcul mental, si on leur dit de faire la même opération mais les yeux fermés, ils n'y arriveront pas. Il y a besoin d'avoir les yeux ouverts pour faire la multiplication en calcul mental. Bon, alors on se dit, mais comment ça marche? Ou de la même manière, donc comment fonctionner? Alors on se dit, bah oui, bah, c'est pas grave, on a chacun notre manière de fonctionner, etc. Mais on dit, oui, mais justement, si là, il y a un truc que vous n'êtes pas capable de faire, hein, c'est comme quand on apprend un instrument de musique, bah, justement, c'est peut-être là que ça vaut le coup de travailler un peu, plutôt que d'aller approfondir à fond la performance dans le mode opératoire qu'on s'est choisi, d'arriver finalement à dire un tout petit peu, d'arriver à faire le calcul mental les yeux fermés. Donc elle nous faisait toutes sortes d'exercices comme ça, les yeux fermés, pas les yeux fermés, d'en faire deux en même temps, enfin voilà, donc toutes sortes de petits trucs avec lesquels on avait du mal, mais finalement c'était des exercices où on se retrouvait confronté à une difficulté, et puis dans lequel on apprend énormément finalement sur soi-même, finalement à comprendre pourquoi, le plus important c'est apprendre à comprendre ce qu'on n'arrive pas à faire et pourquoi, et comment le contourner quand on n'y arrive pas, ce qui est finalement le plus important, et d'arriver finalement à réfléchir sous des formes différentes. Je vais revenir sur le travail de chercheur. Finalement, quand on dit l'aspect, disons, le chercheur en maths, à quel moment il réfléchit? Dans quel va être son mode de réflexion? Est-ce que ça va être celui qui... donc, Jean-Pierre Serre vous dirait qu'il se met à son bureau, il a une feuille, il a un stylo, je pense, hein, c'est ce qu'il dirait. Certains mathématiciens vont dire, je me mets à mon bureau, je m'installe, les portes sont fermées, il n'y a pas de téléphone portable qui sonne, et je me concentre, et j'écris. Et d'autres personnes vont dire, bah non, pas du tout, moi c'est le matin à 5h du mat, quand mon réveil sonne, je suis complètement dans les vapes, je délire un peu, et puis là, tout d'un coup, tac, j'ai l'idée qui me vient, ou alors je suis en train dans le métro et je fais... bon. Et donc, finalement, notre mode, le moment où on réfléchit, ou la manière dont on va s'y prendre pour réfléchir, dépend de chacun, et chacun a son mode. Moi, c'est pour ça que j'aime bien faire des exposés et faire des cours, parce que, en fait, je réfléchis pendant que je parle. Et donc, souvent, mes idées, je les ai en racontant des choses, ce qui fait que des fois, je dépasse les horaires prévus et je dis pas du tout ce que j'avais prévu de dire, mais c'est pas grave. Donc, j'en étais où? Oui, donc d'arriver à stimuler la réflexion, des modes, d'arriver à réfléchir dans des conditions pas forcément optimales. Finalement, c'est aussi quelque chose d'essentiel. D'arriver à se concentrer, je pense toujours à quelqu'un, donc un proche dans la famille, justement, qui me disait, moi, mes études, donc il était en Allemagne de l'Est, et puis il a passé un certain temps en prison en Allemagne de l'Est pour des raisons politiques. Et puis il dit, en fait, on était un certain nombre à avoir fait des études assez poussées avant, et puis on partageait la même cellule, on était 5. Et qu'est-ce qu'on faisait dans la journée? Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est raconté, on s'est fait cours. Donc chacun notre tour, tous les jours, on se faisait cours. Donc le médiéviste, il racontait des trucs, le matheux, il racontait des trucs. Le médecin, donc c'était lui, il racontait ses trucs de médecine. Et puis le physicien, il racontait les trucs de physique. Et puis on dit, on se dit, ouais, très bien, c'est une belle histoire. Et puis on se dit, moi, si j'y avais été, ça n'aurait pas marché parce que
Si on me fait cours et que je ne peux pas prendre des notes, ben, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, comment on fait pour... et puis, dans une certaine... Finalement, on se rend compte que d'arriver à être capable de réfléchir ou de se concentrer dans des circonstances pas forcément optimales ou de ne pas avoir, s'il y a du bruit autour, hein, quand les gamins ils font du bruit ou les voisins, etc., et ben ou d'arriver à travailler debout dans le train ou dans le RER parce qu'il y a trop de monde. Et bon, finalement, c'est quelque chose d'essentiel pour tout le monde d'arriver finalement à se concentrer et, dans toutes les circonstances. Et donc l'aspect juste de développer juste la performance en conditions optimales par vent favorable, etc., c'est pas forcément la chose la plus essentielle. Et donc en particulier, le moment, disons, qui ressemble le plus, c'est une anecdote que je donne souvent, mais qui ressemble le plus à faire de la recherche en maths dans le quotidien, quand j'essaie d'expliquer aux gens à côté à quel moment qu'est-ce que aujourd'hui ressemblerait le plus à ça, ben c'est le moment où vous êtes tout seul entre deux stations de métro, la ligne truc et la ligne machin, vous savez que vous voulez aller à tel endroit à l'autre bout de Paris, et puis vous avez des paramètres en tête, vous savez, alors sur la ligne 10, le syndicat majoritaire, c'est tel syndicat, et du coup je pense qu'ils appellent moins à la grève, donc ça va marcher un peu mieux. Donc est-ce que j'ai intérêt à faire plutôt 2 changements? Et puis dans la tête, de manière abstraite, en fermant les yeux, on a vaguement le plan de métro, ou l'approximation du plan de métro parisien. Et puis finalement, on va prendre la décision d'aller dans tel métro, etc. Puis évidemment, on s'est trompé parce que les autonomes et Sud et l'AFJAC, etc., en fait, on n'a pas bien compris ce qu'on nous a expliqué le matin, qui faisait grève, comment et à quelle motivation. Et du coup, mais c'est le moment de cette prise de décision-là, finalement, qui est quelque chose qui ressemble plus, j'aurais envie de dire, à faire des maths. Et de la même façon que finalement, quand on est devant des élèves ou des lycéens, et puis on leur dit maintenant, les 10 prochaines minutes, on va faire des maths, mais tout le monde ferme les yeux. Vous n'avez plus le droit au stylo. On va essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose, mais vous avez pas le droit d'écrire quoi que ce soit. Et vous allez essayer de vous concentrer et de vous rendre compte que, évidemment, le résultat des courses, c'est que ça marche pas. Hein. C'est que en général, on n'arrive pas, quand on n'a pas l'habitude, à faire des maths les yeux fermés pendant 10 minutes. Parce que finalement, on a besoin soit de regarder le delta, on dit ouais, Laplacien c'est un delta, j'ai besoin de le voir, ou on a besoin de prendre des notes. De la même façon que quand vous subissez... Donc ça, c'est juste une petite anecdote aussi qui a sans doute, puisque vous êtes sans doute un certain nombre à vous poser des questions par rapport au tableau, à l'utilisation des écrans, des outils informatiques et Internet. Je veux dire, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'on est capable on peut facilement utiliser des outils très élaborés dans les conférences internationales en mathématiques ou quand on fait des exposés. Et finalement, les mathématiciens restent essentiellement la seule communauté au monde où, dans les conférences spécialisées, plus de la moitié des exposés sont quand même encore faits à la craie parce que et où les mathématiciens qui sont dans la salle, ils voient arriver l'exposé et c'est toujours le suspense. Est-ce que la lumière va s'éteindre et on va voir un truc projeté, ou est-ce qu'il retrousse les manches et il va prendre la craie? Et en général, je ne pense pas me tromper en disant que toujours le moment où on dit « Ah, il va faire exploser la craie, ça c'est bien, on est content ». Et on dit l'exposé, aïe, ça va être un exposé avec des transparents, ça va aller trop vite, on va subir, la lumière va s'éteindre, je me suis couché trop tard hier, je vais pas arriver à me concentrer. Vous voyez que il y a des moments, quand il y a trop de monde, il y a trop de succès, on ne peut pas faire les exposés au tableau, et donc on est obligé de faire les exposés
avec des transparents, et puis, ou alors on boycotte carrément les transparents et on improvise. Mais l'aspect justement finalement d'utiliser les outils multimédia, bon alors que ce soit d'abord l'ordinateur, les projecteurs, etc., de façon trop continue. Enfin, en tout cas, pour nous, mathématiciens, c'est sympa d'avoir des illustrations, d'avoir des images, d'avoir des simulations, d'avoir des choses qui bougent. Mais un exposé entier, en général, c'est pas possible. On lâche quand même assez vite. Et on a tendance quand même à préférer le rythme de la craie, des prises de notes, parce que finalement, prendre des notes, ça reste l'outil... finalement l'outil de base qui permet de recréer, quand on réécrit un cours, qu'on prend des notes, c'est aussi le degré zéro de recréer en soi-même, de refabriquer en soi-même, si on recopie pas mot à mot, mais on copie en comprenant, ça nous force en fait à repasser de façon, c'est une espèce d'exercice ou de révision avant d'essayer de le refaire tout seul à la maison. Bon, rassurez-vous, hein, le faire tout seul à la maison, c'est toujours tous les premiers de la classe, quand j'ai les petits trucs de normalien devant, et je lui dis, franchement, honnêtement, qui parmi vous a vraiment relu toujours ses cours la veille comme vous a dit votre prof, etc. Et puis bon, bah, en fait, jamais personne. Et à ce moment-là, je leur dis, ouais, mais maintenant que vous êtes là, vous allez commencer. Et puis bon... ça marche toujours pas, mais malgré tout, c'est quand même la seule manière, et finalement, bah, à défaut de recopier, de refaire soi-même, le fait d'avoir fait à moitié soi-même, à moitié en recopiant, c'est un outil qui reste important, et aussi pour nous, hein, toujours quand on essaye de comprendre des exposés ou suivre ce qui se passe. Alors, sauf quand ils sont complètement décousus, quand à la fin vous dites, alors, c'était quoi le plan de ce qu'il nous a raconté ? Malgré tout, bon, j'espère que vous aurez gardé quelques petites anecdotes et quelques petites choses qui peut-être résonnent un petit peu dans votre quotidien et dans votre lien avec vos élèves. Qu'est-ce que je pourrais raconter encore plus ? Je pense que je déborde déjà, donc je sens que nos ordinateurs deviennent nerveux. Donc je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie de vous avez été extraordinairement sage. Je tiens à vous féliciter. Très souvent les membres, disons, extérieurs de la communauté universitaire et de la recherche mathématique, quand ils voient une assemblée de mathématiciens professionnels, ils nous disent écoutez, on adore venir vous voir parce que vous êtes une communauté très attachante. Alors, on ne sait jamais très bien ce qu'ils sous-entendent par là. Ils nous trouvent très sympas et assez décontractés. Bon, il n'y a pas beaucoup de cravates dans la salle. Et ils sont... Et puis, bon, ils nous trouvent peut-être un petit peu bizarres avec Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partage, au sens où, quand je vous vois tous là, assemblés ici, c'est clair que vous formez, vous, avec nous, une communauté que j'espère attachante et de gens qui partagent beaucoup de choses. Et j'espère que vous allez avoir un congrès... que vous en profiterez au maximum, que vous verrez des amis proches que vous voyez pas souvent, etc., que vous aurez des dîners sympathiques et des visites intéressantes et des ateliers, et que vous en tirerez quelque chose de positif. En tout cas, je suis très impressionné que quand même le premier jour des vacances, après, vous devriez tous complètement crever après les 2 premiers mois, etc., que tout de suite vous précipitiez dans le train pour venir partager ça. Donc je vous en félicite. Et donc tout ce que je peux vous dire, c'est que vu d'ici, vous formez une communauté particulièrement attachante. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites.
En parlant du Laplacien, tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne donnait pas toujours les clés et que c'était compliqué de les donner, peut-être. Est-ce que vous pourriez développer 30 secondes, peut-être C'était pas méchant. Hein. Sur le Laplacien non, ce que je voulais dire, c'est que pour certaines... Il y a un aspect héréditaire dans les problèmes. C'est-à-dire que nous, on ne nous a pas donné les clés pour certaines choses liées aux équations dérivées partielles. Et donc, on ne les a pas. Et donc, c'est précisément pour les structures, quand on doit expliquer les choses que finalement on ne comprend pas nous-mêmes. Ça nous arrive souvent. Hein. Moi-même, quand je dois faire un cours de démontrer tel ou tel théorème, en cours, il m'arrive souvent d'avoir l'impression de faire une démonstration juste, mais de ne pas être capable finalement de transmettre quoi que ce soit, de rester finalement le nez dans le guidon et de ne pas arriver à passer au-dessus. Et de la même façon, et c'est comme ça c'est normal. On n'a pas des affinités avec tous les objets mathématiques, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre système tel qu'il est fichu, il y a certaines constantes qui ne changent pas, qui font que, essentiellement, nous, on ne nous a pas expliqué. Donc le jour où nous, on doit l'expliquer nous-mêmes, ce que c'est qu'un rotationnel à nos étudiants, si c'est ça qu'on doit faire, ou d'expliquer pourquoi les fonctions Laplacien U égale 0, ça a à voir avec l'électrostatique, et d'expliquer pourquoi c'est normal, et pourquoi la loi de Newton a à voir avec ça, etc. Finalement, on est sec parce qu'on ne sait pas faire. Du coup, on se cramponne nous-mêmes sur l'aspect formel, etc. Du coup, nos élèves, ils sont eux-mêmes secs, et puis ça continue comme ça pour toujours. Et c'est quelque chose d'assez... il y a une chose que je trouve frappante, c'est que très souvent, il y a un truc sur lequel on a bloqué parce qu'on n'a pas compris un truc. Dans notre parcours mathématique, il y a quelque chose qu'on n'a pas, qui nous est passé... on était en difficulté, on n'a pas saisi tel concept. Et puis, même si 3 ans plus tard, on se rend compte qu'en fait, ça y est, on a complètement compris, c'est complètement idiot, etc., c'est un petit peu comme... le blocage, il reste. C'est-à-dire que si on se remet dans la configuration, on se remet à penser à cet objet-là, etc., on se retrouve toujours confronté à ce même problème. C'est-à-dire que dès que, un petit peu comme si les élèves, une fois, ils ont laissé partir le train, je sais pas, ils sont en spé-mat en terminale, je sais pas, ils font, en ce moment, je vois ça là, donc ils font l'arithmétique, je sais pas, et puis bon, ils ont laissé partir le truc, il y aura toujours un blocage avec l'arithmétique. Donc il y a quand même toujours le moment où le truc part et après c'est fini. Et quand ces personnes-là deviennent profs de maths et doivent expliquer l'arithmétique à leurs élèves, il va en rester quelque chose. Ça me rappelle l'anecdote Bon, mais je dévie complètement par rapport à la question, mais c'est pas grave. L'anecdote que j'aime bien donner aussi par rapport à une des premières instits qu'a eu une de mes filles à l'école maternelle. C'était vraiment donc, un professeur des écoles fabuleux. Elle faisait plein de trucs, des activités, éveil, vraiment c'était extraordinaire. Et puis, première réunion parents, je précise qu'elle ne savait pas que j'étais mathématicien. Et que, elle arrive, elle fait la réunion de parents, elle dit l'écriture, l'apprentissage de l'écriture, on fait des boucles comme ça, parce que comme ça sera plus facile pour eux d'écrire en cursif plus tard, on fait des choses comme ça, on fait des dessins. Alors il y avait des théories par rapport au remplissage, au coloriage, etc. Donc tout était extrêmement pensé. Et puis 5 minutes avant la fin, midi moins 5, elle dit oui, alors il faut que je vous dise un truc, les maths. Alors, moyenne section maternelle, hein, donc les maths, bon, c'est pas mon truc, je fais juste le programme. Et voilà. Et je pense que
je pense que on est tous comme elle, quand même, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc où on se dit, bon, bah là, on n'est pas trop sûr de notre coup. Bon, je vais leur faire la démonstration. Hein, donc ça, c'est ce que je me dis à mes étudiants. Ils sont très bons, ils se débrouilleront, ils y arriveront mieux que moi après. Puis, de toute façon, ils n'ont rien à dire, la démonstration est juste, tout va bien. Mais quand même, on a l'impression qu'on leur a pas je ne leur ai pas forcément donné toutes les billes pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est ça vraiment. Donc, je pense qu'il y a des sujets, et il y a un aspect héréditaire, comme pour l'instit, je veux dire, forcément, bah, si elle a transmis que les maths, ce n'était pas son truc et qu'elle avait un problème, c'est quelque chose qu'on transmet et qu'on fait tous. Et je pense, peut-être, les profs de maths, autant, sinon plus que les autres, tous, autant qu'on soit, on a passé des concours un jour pour devenir... et puis, en sortant du concours, on s'est dit, bon, bah, c'était la cata, quoi. Mais bon, peut-être que 6 sur 20, ça suffit. Et donc, effectivement, bon, c'était moins la cata que les autres. Donc, et donc, quelque part, on a un petit problème toujours. Donc, alors, il y a ceux qui font le rêve récurrent, qui doivent repasser le concours, hein, parce que, voilà, mais c'est classique. Mais c'est aussi parce que, finalement, quand même, quelque part, on n'est pas vraiment sûr de notre coup. Et bon, j'ai totalement dévié là par rapport à la question. Donc c'est ça le Laplacien. C'était un symbole. Vous y avez fait une brève allusion tout à l'heure. Pourriez-vous nous en dire plus sur la différence d'attitude de conception des étudiants chinois face à la recherche? C'est à votre question? Bon, bah, on va voir. Alors, oui, donc là c'est délicat. Donc déjà, la première remarque, c'est que depuis quelques années, bon, on sait bien que quand on va dans un campus américain, on sait ça depuis 15 ans, on regarde la population des étudiants en maths dans un campus américain, majorité des étudiants sont d'origine asiatique, et puis peut-être l'autre moitié hongroise, mais en tout cas, et aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, ce que c'est que je vous donne une population avec 3 normaliens, il y en a un des 3 qui va s'appeler Li Ye, etc., et qui est chinois. D'accord ? Donc, vous allez dans une population d'études. Donc, il y a vraiment, maintenant, en France, d'excellents étudiants qui viennent de Chine et qui peuplent nos cours, et on est très content d'avoir des très bons étudiants, super sérieux. En plus, eux, ils relisent les cours, et ils regardent leurs copains, ils regardent incrédules leurs copains s'occuper du club bridge ou je sais pas quoi. Bon. Et alors, l'approche, voilà, évidemment, c'est toujours pareil, il ne faut pas généraliser. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que dans toutes les compétitions au niveau lycée, genre Olympiade ou de maths, les Chinois seraient capables de fabriquer 100 équipes ou 1000, je ne sais pas, qui écraseraient toutes à plat de couture nos stars locales dans ces choses-là. Donc, ils ont des étudiants extraordinairement performants et beaucoup plus rapides, enfin, qui ont des étonnamment vraiment incroyables. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a une chose, et alors c'est le système tel qui un petit peu ultra-mandarinal des études en Chine ou des thèses en Chine qui peut-être veut ça, c'est-à-dire que ils respectent peut-être un peu trop leurs enseignants. Et du coup, quand on leur dit, bon, bah, maintenant, il faut y aller, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, ils sont encore plus secs que les Français dans ces cas-là, parce qu'ils disent... donc, je me souviens d'une anecdote où finalement, c'était vraiment flagrant. On avait un qui était ultra brillant. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu veux, dans quoi tu veux spécialiser? Et il dit, je ne comprends pas la question.
on dit, bah oui, mais dis-nous, voilà, tu veux te spécialiser en quoi? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et là, c'était panique à bord, il y a les yeux qui tournaient dans tous les sens, ils disaient, oh là là, ça c'est une colle difficile. Qu'est-ce qu'ils veulent que... Donc, et en fait, finalement, il a répondu en disant, bon, je pense qu'ils veulent que je réponde ça, donc je vais répondre ça. Donc, et donc, d'arriver, et c'est un travail, mais rassurez-vous, c'est très facile, enfin, ça ne demande pas non plus un effort surhumain, d'arriver à les sortir de leur coquille et en faire, finalement, les former à être les chercheurs les plus performants de demain. Donc, je n'ai pas de souci que... Alors, que dans, dans les articles de recherche dans les grandes revues internationales d'ici 20 ans, il va falloir qu'ils trouvent un système pour éviter les homonymies trop frappantes parmi les chercheurs chinois, parce que ils ont souvent ce souci il y en a souvent pas mal qui ont le même nom, et que une bonne moitié des articles sera écrit par les chercheurs chinois ou indiens. Donc il n'y a pas d'obstruction intrinsèque au fait qu'ils ne vont pas faire de meilleurs chercheurs que nous, mais c'est vrai que dans l'approche, l'espèce de respect ou la manière dont ils perçoivent la carrière ou les orientations ou comment est-ce qu'ils vont écouter ce qu'on leur dit, ça leur demande un petit peu d'adaptation quand ils arrivent directement du système chinois pour qu'on leur dise bon, maintenant il faut inventer quelque chose. Bon, ils vont dire voilà, bon. Et puis bon, ils y arrivent sans problème et bien mieux que nous avec leurs outils propres, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'ils ont une attitude par rapport au travail. J'aurais presque envie de dire, c'est quand on les voit arriver dans nos amphis, on se dit c'est comme ça qu'on voudrait que tous les étudiants soient. Ils sont super respectueux, ils bossent, ils comprennent, ils sont super forts. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on peut leur apporter en plus peut-être le manque, enfin l'impertinence qui fait qu'on remet en question certaines choses, peut-être, et que pour la recherche elle-même. Mais c'est vrai que un copain, Griffith, je me souviens, qui était un grand mathématicien aux États-Unis à Princeton, m'a dit une fois, nous, aux États-Unis, on est gouverné par a bunch of lawyers. Donc, au Congrès américain, c'est tous des gens qui sont des avocats et c'est eux qui vont faire les lois et qui vont décider les choses, etc. Et puis que finalement, en Chine, ils sont gouvernés par des gens qui ont fait des études scientifiques et qui sont des ingénieurs. Donc, si vous regardez le nouveau numéro 1 de demain, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que le Laplacien. Et à tel point qu'au congrès de 2002, qui a eu lieu à Pékin, dans les trucs de préparation, donc c'était Jiang Zemin, je crois, qui était là, et donc il y avait les personnes qui discutaient de truc d'organisation, et il était là, tout le monde était super crispé et tout, et à ce moment-là, Jiang Zemin dit, oui, alors, vous êtes mathématicien, là, donc c'était les responsables, il dit, j'ai un problème à vous poser de maths. Alors, dans ces cas-là, quand on se dit, bon, ça va être vraiment un truc débile de jeu et stratégie, petit paradoxe, etc., et pas du tout. Donc, le Jiang Zemin, il me semble que c'était lui, donc il a posé une question, et c'était pas du pipeau, c'était juste un truc qui se demandait sur... si ça se trouve, il y avait le Laplacien et le rotationnel dedans, mais une question qui le turlupinait, et quelqu'un qui avait une vraie culture scientifique, mathématique. Et après, on se dit, si on se regarde, là, on regarde notre communauté, et puis, donc c'était la conclusion de Griffith, il dit, what do you prefer? Est-ce que vous préférez être gouverné par a bunch of lawyers ou by a bunch of mathematicians? Et j'avoue que je ne sais pas. Parce que nous, en situation de voir, on n'est pas terrible non plus pour... donc, voilà. Mais en tout cas, il y a cette culture beaucoup plus, disons, la relation à finalement la science, les maths, le lien avec les applications, l'industrie, etc., puisque c'est vraiment des ingénieurs tous.
et ils ont une approche propre qui est clairement différente de la nôtre, mais pour laquelle je ne vois pas très bien comment il pourrait être autrement que d'ici 25 ans, la plupart des mathématiciens sont chinois, et ça ne me pose pas de problème particulier. Hein. Je trouve ça très bien. Tant qu'ils font des super maths et qu'ils démontrent des trucs qu'on n'arrive pas à démontrer, on sera content. Pendant votre exposé, vous avez parlé à plusieurs reprises du système français, puis là plus récemment du système peut-être plus chinois. Est-ce que vous avez une idée d'endroits dans le monde ou de pays qui s'appuient plus sur une approche intuitive dans l'enseignement des mathématiques que notre système à nous? Là, justement, il faudrait une table ronde avec des spécialistes. Bon, chaque école mathématique, d'abord, le terme est un peu quand même un peu vaseux parce que, mais chaque, disons, pays quand même a ses spécificités et du coup ses travers absolument. Donc, moi, j'ai le lycée dans lequel j'étais et donc, dans lequel j'ai eu des professeurs extraordinaires. C'était un lycée franco-allemand et donc. Il y avait pas mal de copains allemands et le matheux allemand, il est quand même très très sérieux, quoi. Il a une approche extraordinairement toujours soigneuse, carrée. Voilà. Bon. Donc il y a des espèces d'archétypes qui sont souvent confirmés, des espèces d'a priori ridicules qu'on a sur et qui sont confirmés. Et du coup, effectivement, ils ont... alors, sur l'aspect, disons, l'approche pratique des maths, j'aurais envie de dire qu'il y a un truc qui est un petit peu compliqué, au sens où peut-être que la raison, justement, pour laquelle les Français... Est-ce que c'est une réussite, dans le fond, qu'il y ait tellement de chercheurs performants en maths en France, je suis pas sûr. Enfin, je veux dire, on peut tourner le truc dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui étaient très brillants et puis qui passent leur temps dans un bureau machin à réfléchir sur des trucs dans leur coin, alors qu'ils pourraient être peut-être plus efficaces pour la société à l'extérieur. Je sais pas. Et donc, dans les pays où il y a une approche, disons, plus empirique des maths, finalement, c'est des pays où peut-être il y a moins de mathématiciens à la sortie. Donc, l'Allemagne est un bon exemple, je pense, pour ça. Alors, j'essaie de réfléchir en même temps que je parle sur quels sont les pays. Il y a pas tellement. C'est-à-dire que c'est un peu une dichotomie entre soit on reste avec l'enseignement des maths, finalement, qui reste très théorique, soit on abandonne en race campagne, quoi. Il y a un peu c'est très difficile de... Enfin, moi, mais c'est un sentiment personnel, hein, je ne veux pas être découragé, je trouve ça super tout ce qu'on peut essayer de faire pour stimuler une approche empirique, mais c'est quelque chose de difficile parce qu'on manque de temps et que l'approche empirique des maths se fait peut-être naturellement, de façon la plus naturelle, peut-être en amont au cours de maths réelles. C'est-à-dire que quand on arrive au lycée, c'est peut-être presque trop tard, quoi. Donc ça dépend après des programmes d'école primaire et de collège que je ne connais pas assez bien pour dire des choses. Par contre, il y a une chose, par exemple, que je voudrais... C'est vrai que quand on veut se faire l'avocat du diable, je crois qu'en plus je suis filmé, donc je vais être... On pourrait presque dire que qu'est-ce qui fait que les mathématiciens français, maintenant, ça y est, on est dans les classements mondiaux qui veulent rien dire, on progresse, on est bon. Alors c'est vrai qu'on est une fraction importante de la communauté de maths au niveau mondial. Alors est-ce que c'est que nous on est devenus meilleurs ou est-ce que c'est que les autres il y en a de moins en moins? C'est pas non plus complètement impossible, hein, que il y a moins de concurrence, hein, donc faut pas être toujours et donc ce que je veux dire c'est qu'il y a des pays
clairement où, par exemple, si on regarde un tout petit pays, si on regarde Israël, par exemple, dans les 25 dernières années, a produit énormément de mathématiciens extraordinaires. Donc, ils continuent. On ne peut pas dire que leur système de formation, leur classe prépa, à eux, c'est 3 ans de service militaire. Donc ils arrivent et ils commencent leurs études finalement adultes avec une grande maturité en ayant vu des tas d'autres trucs par ailleurs et ils rattrapent très vite. Et donc ils ont été formés de manière différente. Donc on peut dire qu'ils ont une approche pratique. Voilà. Mais l'approche pratique des maths, genre main à la pâte, je ne sais pas très bien comment on peut vraiment faire fonctionner les choses dans l'intérêt des maths. Par contre, effectivement, dans l'intérêt de la société en général et des gens qui vont faire des choses plus d'ingénieurs, etc., oui. Le problème, c'est nous, on ne sait pas très bien faire ça. Donc, on reste quand même à faire nos cours comme on les fait. Et il y a quand même le problème récurrent dans l'interaction entre l'espèce de dichotomie entre finalement les grandes écoles et les universités, qui disparaît bien sûr, mais le côté finalement nos élèves de maîtrise, finalement, de leur dire, en fait, bon, on va passer la grègue et puis devenez prof, quoi. Et puis, dans les grandes écoles, on va dire, bon, passez pas la grègue, elle est dans une boîte. Bon, alors ça s'estompe, etc. Mais c'est vrai que, malgré tout, les enseignants que nous sommes, on n'a pas forcément toujours, on ne sait pas très bien, dans le fond, ce qui est vraiment utile et dans l'univers, disons, qu'on ne connaît pas du tout, fantasmagorique pour nous, de l'industrie. Alors on sait qu'effectivement, tous ceux qui ont fait un ex-DESS ou Master Pro de stats appliquées, ils n'étaient pas très bons en classe quand on les a eu en maîtrise, et puis 3 ans après, ils ont un salaire manifestement supérieur au nôtre quand on regarde leur voiture, et donc que c'est un bon plan. Voilà. Mais en même temps, on n'a aucun moyen de les conseiller. On peut essayer de les faire revenir, c'est ce qu'on essaie de faire pour qu'eux interviennent pour leur dire ce qui est utile, etc. Mais ça me rappelle un petit peu je suis désolé, je réponds toujours trop longtemps, mais il y a eu une réforme de la grègue où il y avait ce système justement pour que ça soit plus interactif, où il y avait pour passer la grègue, il faut comment c'était pas des projets, mais il y avait des textes d'ouverture, de culture scientifique, un peu d'application pour montrer qu'on savait un peu ce qu'étaient les maths appliquées pour essayer qu'on soit un petit peu moins soit A en ensemble, machin, et qu'on soit capable de parler à nos élèves ou à nos étudiants de façon plus directe et qu'on ait en tête des applications. Donc ça partait d'un très très bon, d'une bonne analyse. Et puis après, il se trouve que cette année-là, j'étais dans le jury, et donc on dit au jury, bon alors maintenant, il faut des textes. Il faut des trucs qui montrent que les maths sont dans la vie réelle, quoi. Enfin, pour que les étudiants... Et puis il en faut pas mal, parce que il ne faut pas que les candidats puissent repasser les trucs. Donc tous les ans, il va falloir fabriquer 150 textes. Bon, alors, ok. Et alors on réfléchit, puis on regarde le programme, on regarde les textes, et puis on trouve rien. On se dit, alors en proba, ils ont appris ça. Comment est-ce qu'on peut leur montrer que les martingales, ça sert pour la génétique des populations, à part l'exemple bateau qu'on leur a fait en cours. Et après, on s'est retrouvé à faire ce qui... moi, j'ai fait un texte fictif. C'est-à-dire, j'ai écrit un truc, j'ai inventé c'était la seule façon de faire. C'est-à-dire j'ai inventé un truc applicatif totalement bidon, tel que je me l'imaginais, en me disant, ah oui, tiens, s'il y a des gènes qui font ça, ils peuvent se recombiner comme ça, puis du coup, si on met l'hypothèse machin, ils vont pouvoir appliquer le théorème qu'ils ont appris en cours. Bon. Et donc, on a fabriqué une réalité virtuelle dans ces textes pour faire semblant de dire, regardez les maths. Et donc ça, c'est toujours un peu dangereux. Donc
Parce que moi, j'ai aucune idée en pratique à quoi ça sert. Il faut demander aux gens qui sont vraiment dans les informaticiens qui font de la bioinformatique ou je sais pas quoi. Et bon, nos petits epsilon, est-ce que le théorème de dérivabilité sous le signe somme, etc., qui sont les trucs qu'on juge à greg, vont pouvoir être appliqués directement, pas trop. Et après, tout le reste, on a l'impression que c'est un peu démago de dire, regardez, il y a tel petit jeu, etc. Et il y a les cellules, elles se reproduisent comme ci, comme ça, et ça y est, on va expliquer le monde avec le petit modèle qu'on a utilisé. Et en tout cas, donc il y a ce travers qui est dangereux et qu'il faut éviter. Alors, loin de moi le fait de dire qu'il n'y a pas de mathématiques appliquées extrêmement importantes et extrêmement intéressantes, etc. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'aspect, quand on essaye de fabriquer une interface en disant, regardez, les maths, ça sert du point de vue, il y a des applications, finalement, comme nous-mêmes, enfin, en tout cas, c'est mon cas, on ne sait pas très bien de quoi on cause, on fabrique une application virtuelle et ce n'est pas forcément rendre service aux applications de faire ça. Merci beaucoup.